Dark Phoenix. Il est réalisé par Simon Kinberg, et il est sorti le 5 juin 2019. Je l'ai vu au cinéma et en version originale, le jour de sa sortie. C'est assez rare pour être noté. Pour ceux qui aiment bien ma fille, elle sera en guest sur cet épisode de nouveau. Et oui, on fait comme on peut. Et on va pas perdre de temps, ça n'allait que j'ai beaucoup de choses à dire. Alors, il y a beaucoup de critiques sur les films X-Men qui sortent, évidemment. Les X-Men est un phénomène de société depuis plus de 50 ans, qui a débuté en 1963. Et ma fille est en train de refaire la déco de sa chambre, donc vous allez entendre du décollage et du recollage. Désolé, j'espère que ce sera audible malgré tout. Donc voilà, plus de 50 ans d'histoire, forcément beaucoup de fans. Je suis loin d'être le plus grand fan, ni le plus ancien, ni le plus exhaustif. Mais j'ai été fan moi aussi. J'ai lu les comics assez régulièrement de 90 jusqu'à 2000-2006, dans un style, dans une période où je qualifierais leur style de tragédie grecque pop, en quelque sorte, avec des images toujours plus colorées. J'ai notamment vécu le passage au papier glacé, du bon vieux papier recyclé au papier glacé, donc à l'arrivée de l'explosion des couleurs et de la technique de colorisation par ordinateur, notamment à l'époque avec la société Electric Crayon qui avait fait exploser la vente de comics Marvel. Je me souviens de ce nom-là, c'est étonnant, mais bon, peu importe. Et grosso modo, au niveau des histoires, c'était constamment basé sur le même créneau qui a fait le succès de la série, c'est-à-dire utiliser les X-Men comme une métaphore des conflits raciaux, surtout américains, et un petit peu mondiaux. Les X-Men étant tour à tour des symboles des exclus, des marginaux, des adolescents, des étrangers, voire même des handicapés parfois, ou de tout ça à la fois. Encore une fois, il y a plus de 50 ans d'histoire, de reboot et de réécriture autour de ce même groupe de personnages créés par Stan Lee au scénario et Jack Kirby au dessin. Donc voilà, il y a eu vraiment énormément d'itérations. Moi, j'étais plutôt dans la période, on va dire 2000-2006, ça vous donne 90-2006, ça vous donnera une échelle d'idée un petit peu du style. Concernant les films, j'ai un rapport à la saga plutôt positif, même si au départ j'étais un fan hardcore et quand le premier film est sorti en 2000, j'étais donc très vénère sur les résultats, notamment l'humour déplacé, la caractérisation du personnage de Dents de Sabre, plein de choses me dérangeaient évidemment, ça ressemblait pas au bouquin, j'avais moins d'expérience dans le cinéma, mais aussi le film avait de vrais gros défauts de lourdeur, qui était pas facile à encaisser pour moi qui étais un fan de la série à l'époque. J'avais pas du tout aimé à l'époque le casting de Hugh Jackman, je voyais Wolverine beaucoup plus vieux, bref, vous voyez bien, j'avais pas raison sur tout, loin s'en faut. Et Hugh Jackman m'a vraiment bouclé ma bouche dès le film suivant, en l'occurrence. Et du coup, j'ai compris en apprenant mieux l'industrie et l'esthétique du cinéma que les films X-Men, à l'exception faite de X-Men 3 et de Wolverine Origins, mais je reviendrai là-dessus à l'occasion, la saga était plutôt bonne globalement. Surtout dans le contexte de blockbusters de plus en plus coûteux et donc avec de plus en plus de pression créative. Parce que tous les films X-Men ont été des blockbusters, c'est ça qui est assez étonnant. Même X-Men 1, qui n'avait pas un budget de blockbuster, est arrivé avec une telle attente des fans et du public. Au final, il a été un des deux films qui a lancé complètement les films de super-héros au cinéma, où on s'est rendu compte qu'il y avait tout un public qui espérait voir tous ces personnages au cinéma et qui allait payer la place de cinéma pour les voir, avec bien sûr le Spider-Man de Sam Raimi. Et ils ont confirmé un petit peu ce qui commençait à tâtonner avec des films comme Blade avant, je crois, essentiellement, qui tentaient, ou Spawn aussi, qui ont tenté chacun à leur manière de lancer un petit peu le film de super-héros, en prenant des super-héros un peu, entre guillemets, secondaires, mais badass et avec un univers assez violent. Qu'est-ce qui se passe, mon poussin? Attends, j'arrive. Je disais donc des héros comme Blade ou Spawn qui ont essayé de lancer le truc, et c'est vraiment X-Men et Spider-Man qui ont vraiment lancé le truc. Spider-Man avec un budget franchement correct, X-Men avec un plus petit budget mais qui a complètement réussi grâce à sa base de fans hardcore, et donc qui a lancé ensuite l'ère vraiment des films de super-héros. Si aujourd'hui on a Avengers Endgame 20 ans plus tard, c'est parce que y a eu X-Men en 2000, il faut être clair là-dessus. Donc pour être clair, à l'exception du premier film, tous les films X-Men ont été des blockbusters clairement, coûtant en moyenne 150 millions de dollars. À ce niveau de budget, le contexte de l'époque de chaque film a été déterminant. Il faut bien comprendre qu'un blockbuster se fait dans un contexte. Avec autant d'argent, l'objet final est clairement soumis à tout ce qui se passe autour du film au moment où le film se fait. Beaucoup plus que sur des films à budget plus restreint qui peuvent se permettre du coup d'être complètement
hors du temps, entre guillemets. Je vais donner deux exemples. Sur X-Men 2, Halle Berry venait d'avoir un Oscar et Hugh Jackman explosait en tant que star au cinéma, ce qui fait que tous les deux, ils ont imposé des choses. Hugh Jackman, il a réussi à être coproducteur, grosso modo, du nom Wolverine. Dès ce film-là, il s'est assuré d'avoir un mot à dire sur les films Wolverine qui allaient arriver et donc d'en être la star. Il a aussi pu imposer d'avoir une scène à lui, entre guillemets, dans le 2, qui ressemblait un peu plus à ce qu'il espérait de Wolverine, c'est-à-dire un côté un peu plus sauvage, chose qui était beaucoup moins présente dans le premier, ou de manière beaucoup plus subtile et diffuse. Il a imposé ça à Fox, et Halle Berry, qui venait donc d'avoir un Oscar, elle a refusé de revenir dans un rôle aussi secondaire qu'elle ne l'était dans le premier film, et c'est pour ça qu'elle a eu toute une histoire, notamment une histoire d'amour naissante avec le personnage de Nightcrawler et ainsi de suite, et comme elle n'arrivera plus à imposer ça sur le film suivant, étant donné que sa carrière sera du coup aura encaissé un coup de mou très violent, elle n'aura jamais vraiment redécollé depuis l'Oscar, elle ne pourra plus apposer grand chose, et X-Men 3 se fera autour d'elle, parce que Brett Ratner leur a voulu, mais j'en parlerai à l'occasion quand je ferai une critique de toute la saga, c'est prévu, je vous en parlerai encore un petit peu après. Par exemple, vous voyez comment le contexte impose des choses au film, une réécriture des séquences. Dans X-Men 3, ça s'est très bien passé pour X-Men 2, hein, ça ne se voit pas, je trouve, on ne le sent pas. Mais dans X-Men 3, par exemple, on a eu le départ de Bryan Singer qui s'est pris la tête avec la production pour aller faire Superman Returns, et en partant, il a emmené James Marsden avec lui, ce qui fait que le personnage de Cyclope dans X-Men 3 a été complètement repensé. Au départ, il devait faire tout le film, et ça devait expliquer tout le triangle amoureux et l'importance de Cyclope par rapport à Wolverine dans la série des X-Men, et au final on a eu une réécriture totale aussi finalement, Wolverine qui est en relation vraiment avec Jean Grey, et Cyclope est tué dès le début de manière complètement rapide et gratuite, hein, le personnage étant clairement rayé de l'histoire, et les deux précédents films sonnant carrément creux en insistant sur l'importance de Cyclope pour Jean Grey. Donc bref, mais ça c'est des contextes de production, c'est pas forcément Brett Ratner, le réalisateur de X-Men 3, qui a fait plein de conneries sur X-Men 3, mais qui, pour le coup, a complètement dû gérer ce changement énorme, c'est-à-dire un personnage de leading cast qui part, la production qui prend ça mal et qui veut complètement réécrire le film, à genre quelques semaines du tournage du film, si je dis pas de bêtises. La quasi-totalité du scénario et de la pré-production avait été faite par Bryan Singer. Donc vous voyez, à chaque fois il y a des histoires autour de ces blockbusters et ça change tout. Je peux donner aussi l'exemple de X-Men First Class, qui a d'abord été pensé comme un film solo autour de Magneto, à cause de l'échec artistique de X-Men 3 et de X-Men Wolverine's Origins. La franchise s'arrêtant pendant quasiment un an, hein, sans pré-production, il y avait quasiment plus de projets de prévus après le four critique de Wolverine Origins, qui ont été des succès au box-office, hein, que ce soit X-Men 3 ou Wolverine Origins, mais il n'y a pas que ça, et les producteurs savent que quand on revient après un très mauvais film, parier sur la réussite du film suivant comme une suite est vraiment naïf, et ils prennent pas ce genre de risque, évidemment. Finalement, X-Men First Class a été réécrit par Matthew Vaughn sous les conseils de Bryan Singer, et du coup il a réussi à ramener dans le giron, avec un excellent scénario, trois grosses pointures du cinéma, dont James McAvoy un petit peu moins, mais Michael Fassbender et la star montante à l'époque Jennifer Lawrence, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés avec un casting triple A, les ambitions du film ont remonté, et ils ne l'ont plus appelé Magneto Origins, mais bien X-Men Origins. Et voilà, donc je vais pas continuer, vous comprenez l'idée. Pour chaque blockbuster, on peut retrouver des conséquences, vraiment une très grande conséquence de son contexte, parce que c'est un blockbuster, parce qu'il y a beaucoup d'argent, parce que beaucoup de choses sont en jeu, et donc le résultat créatif dépend aussi de tous ces aléas, surtout quand, pour la petite parenthèse, on est sous Fox, puisque la 20th Century Fox, qui vient d'être achetée par Disney, a quand même une histoire de quasiment 20 à 30 ans de blockbusters foireux qui partent dans tous les sens, parfois avec des bons films au final, mais souvent avec des films très étranges et schizophrènes, mais je reviendrai là-dessus à l'occasion. Donc c'est une vraie spécificité de la saga X-Men d'avoir été essentiellement des blockbusters, ce qui explique souvent des choix artistiques et des résultats qu'on peut discuter. Encore une fois, je ferai des audioblogs, voire même des vidéos si j'ai le temps, sur toute la saga, un jour, c'est certain. À moins de claquer avant, vous y aurez droit, parce que je kiffe ça, et parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à dire en termes de cinéma autour de ces films. Et donc, puisque j'ai parlé de l'importance du contexte, quel est le contexte de ce X-Men Dark Phoenix, et pourquoi j'insiste sur le contexte? Alors, déjà, avant X-Men Dark Phoenix, la saga a clairement perdu de la hype, perdu de son côté attirant pour le spectateur, et ce depuis X-Men Apocalypse. Il y a plusieurs raisons. Le succès d'X-Men Apocalypse au box-office a été bon, le film a coûté 180 millions, et on a rapporté 550 millions. Donc, belle réussite, hein, 2 fois, voire quasiment 3 fois son budget. Mais, dans le même moment, en parallèle, il y a Marvel qui, depuis un moment, atteint le milliard, quasiment sur tous ses films. Tous les films Avengers ont fait le milliard.
tous, au box-office. Black Panther a fait le milliard, Captain Marvel, et peut-être même d'autres. J'ai juste en tête le chiffre de Les Gardiens de la Galaxie 2 qui a fait 880 millions, et je crois que le premier, Les Gardiens de la Galaxie, avait 770 000, enfin vous voyez le genre quoi. Ils ont vraiment écrasé plus de 200 millions au minimum la réussite des films X-Men, ce qui a clairement mis dans la tête de Fox que les X-Men étaient des blockbusters en quelque sorte un peu secondaires. Après, il faut comparer ce qui est comparable, hein. La moyenne de production des films Marvel maintenant, elle est plutôt de 250 millions à 300 millions. Hein. Non, c'est pas la moyenne, mais grosso modo, la plupart des derniers films ont coûté 200 millions de dollars. Les derniers Avengers, par exemple, que ce soit Infinity War et Endgame, ont coûté chacun 300 millions de dollars. Hein. Donc c'est clair qu'avec ce genre de budget, il y a quand même des choses qu'on assure plus que quand on a, entre guillemets, que 180 millions. Ça a l'air d'être des chiffres délirants, et ça l'est, mais le cinéma est une très très grosse industrie, et quand on est un blockbuster, on encaisse beaucoup d'aléas qui font que plus l'enveloppe est grosse, plus on peut colmater, tamponner les problèmes de production. Donc voilà, à comparer, on peut dire que les X-Men, Dark Phoenix est un petit blockbuster, quand même qui a coûté 180 millions de dollars, donc c'est bon, voilà, c'est fort de café, mais de dire ça, mais vous comprenez sur quelle échelle j'explique les choses. C'est un petit blockbuster dont la production était plus vraiment sûre de son coût. La Fox était même carrément frileuse, puisque le budget total c'est 180 millions, mais il y a tous les reshoots. Et je vous expliquerai après que la quasi-moitié du film a été re-shooté, voire une grande partie de la fin. Donc, au départ, on peut partir du principe que le film avait coûté 120 millions à 150 millions, ce qui est pas beaucoup pour un blockbuster de cette échelle-là, et pour un film qui arrive au bout d'une saga de plus de 20 ans. L'autre élément qui a vraiment joué sur le contexte et sur le résultat, je pense, de Dark Phoenix, c'est une production qui a été très compliquée. Le réalisateur Bryan Singer, qui est le réalisateur emblématique de la saga, a été accusé d'agression sexuelle sur mineurs, et donc licencié notamment au milieu du montage de Bohemian Rhapsody, dont il s'occupait. Et donc, pour la petite info, il a été accusé 3 ou 4 fois, et pour l'instant, chacune des accusations a été rejetée faute de preuves. Mais le problème, c'est que la répétition de ces accusations depuis maintenant à peu près 10 ans, je crois que c'est depuis 2009 qu'il y a des gens qui portent régulièrement plainte contre lui, notamment à cause du tournage de son premier long-métrage hollywoodien, Apt Pupil, un élève doué, où il aurait abusé a priori de gamins, et ensuite il y en a d'autres à partir de 2000 qui sont venus, qui ont sur d'autres contextes de tournage. Pas sur les films X-Men, mais sur d'autres tournages. Et du coup, la répétition des accusations commence à créer un phénomène de présomption par culpabilité. Ouais, de culpabilité, vous voyez ce que je veux dire? Par accumulation des plaintes. Quand il y a une personne qui vous dit c'est toi qui as mangé le gâteau, bah tu dis bah non, c'est pas moi. Mais s'il y en a 50 qui, les uns derrière les autres, viennent dire non, non, mais c'est toi qui as mangé le gâteau, on l'a dit. Au bout d'un moment, même s'il n'y a pas de preuve formelle, on va commencer à avoir une présomption contre vous. Et c'est ce qui se passe avec Bryan Singer. Je n'ai aucun point de vue sur cette histoire, entre guillemets. J'aime beaucoup le réalisateur, mais s'il a fait des choses aussi horribles, il mérite d'être condamné. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, pour l'instant, encore une fois, il n'a pas été condamné. La preuve n'a pas été faite qu'il a abusé d'enfant. Mais bon, la présomption devient de plus en plus forte due à l'accumulation des plaintes. Et donc, forcément, les différentes productions, que ce soit Fox essentiellement qui travaille avec lui, il est devenu un peu persona non grata, il a été viré d'un peu partout, il est plus à Marvel Productions non plus sur les projets X-Men. De toute façon, Fox a vendu ses parts à Disney, mais dans l'idée, il est plus présent. Et donc, c'est Simon Kinberg qui a été proposé réalisateur. Il est producteur, mais il est surtout scénariste de toute la saga depuis First Class, depuis le redémarrage de la saga après X-Men Origins Wolverine. Il a vraiment participé à la renaissance de cette série-là, et il a été aussi producteur, hein, pour la petite parenthèse, avec Marvel Fox, notamment des Amazing Spider-Man, des Fantastic Four, etc. Pas forcément un super pédigré pour le coup, mais voilà, il était un petit peu un personnage central dans l'univers Marvel chez Fox. Mais je tiens à insister, les scénarios des X-Men sont vraiment intéressants depuis First Class. Tous. Alors, ils sont plus ou moins bons au final, mais je trouve qu'il y avait de vraies bonnes idées dans tous les films, de vrais bons moments. Moi, c'est un scénariste que je suis, parce que j'ai vraiment apprécié son travail sur la saga X-Men. Pour la petite histoire, et la petite parenthèse qui me fait plaisir, dans X-Men First Class, qui est peut-être mon film préféré, je pense, pour différentes raisons. Il a des défauts, mais j'aime beaucoup ce film. C'est le fameux thème de la pièce, qui revient régulièrement dans le film, et qui est la pièce que Magneto a, et qui, je trouve, est un excellent
élément visuel pour rappeler, pour mettre en collision deux éléments, quelque chose de dérisoire et quelque chose de monumental. Hein, dérisoire parce que c'est juste une pièce, je sais pas, de 5 cents, c'est vraiment ridicule, une pièce allemande je crois, et elle symbolise bien sûr la mort de la mère de Magneto, elle symbolise aussi comment dire, le massacre des Juifs par les Allemands, enfin c'est un truc que je trouve extraordinaire, et l'élément de fin qui utilise cette pièce est juste génial, c'est une de mes séquences préférées de toute la saga X-Men, peut-être même la séquence la plus puissante je trouve de la série, mais un jour ou l'autre je ferai un audioblog ou un après le film sur X-Men First Class, et je vous raconterai tout ça. Donc je fermais cette parenthèse. Donc quand j'ai appris que Simon Kinberg passait à la réalisation, j'étais plutôt content parce que derrière Bryan Singer et Matthew Vaughn, le réalisateur d'X-Men First Class, je trouve que c'était le premier à être en quelque sorte l'identité de la quadrilogie, et ça me paraissait logique que ce soit lui qui passe à la réalisation. Donc c'était plutôt cool. Mais en même temps je flippais un peu parce qu'il a aucune expérience avant en tant que réalisateur. C'est sa première réalisation. Et être réalisateur pour la première fois sur un blockbuster malade, c'est chaud. C'est chaud. Parce que oui, pour continuer sur le contexte, Dark Phoenix a été en plus repoussé 2 fois. Il avait été d'abord prévu pour novembre 2018, puis il a été repoussé une première fois pour mars 2019, avant d'être repoussé pour juin 2019. Alors pourquoi ? Notamment parce que Disney a racheté donc Fox et donc tout le catalogue Marvel chez Fox, et donc a prévu des changements sur les projets prévus. Pour la petite parenthèse, Les Nouveaux Mutants a été décalé de quasiment 2 ans aussi, il a été décalé 3 fois si je dis pas de bêtises, il a été re-shooté et remonté 3 fois, c'est encore plus que X-Men Dark Phoenix. Il y a eu un décalage pour le projet Gambit avec Channing Tatum, mais pourtant Channing Tatum était derrière la production et voulait vraiment lancer le film en 2018, notamment la pré-production. Le film a été d'abord décalé 2 fois, puis maintenant il a été complètement annulé. Aux grand dames de Channing Tatum d'ailleurs, qui s'en est pas plaint, mais qui a clairement dit qu'il était triste de jamais avoir pu incarner le personnage. Mais aussi, a priori, je ferme la parenthèse, mais aussi a priori, parce que le premier tournage de X-Men Dark Phoenix n'aurait pas satisfait la production, et notamment la nouvelle production Disney, notamment dû à des choix radicaux. Il y avait notamment plusieurs personnages qui mouraient dans le film, beaucoup plus que dans le film final. Mais aussi, selon l'équipe du film, Dark Phoenix avait un 3e acte qui était beaucoup trop similaire à un film Marvel qui venait juste de sortir, c'est-à-dire Captain Marvel. Alors Kinberg a assumé ses changements en disant que la première fin qu'il avait faite n'était pas assez fédératrice, ce que je comprends, mais j'entends là plutôt le discours d'un bon employé. Hein. Perso, le film a été repensé stratégiquement à cause beaucoup plus à cause du rachat de Disney, de Fox par Disney. Hein. Donc les films X-Men devaient pas gêner, notamment un dernier film en plus concluant, devait pas gêner les films Avengers et proposer quelque chose de différent. Et du coup, Kinberg, il a joué le jeu parce que voilà, c'est un gros contrat et que peut-être que plus tard Disney voudra retravailler avec lui sur les prochains films X-Men. Je pense qu'il aimerait bien ça. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais vous voyez l'importance de piger le contexte de création d'un blockbuster avant de le critiquer, je pense. Parce que sinon, on peut critiquer le film final sans connaître le contexte, mais je trouve que c'est vraiment dommage de passer à côté sur les blockbusters parce que les tenants et les aboutissants sont extrêmement forts et imposent beaucoup plus de choses que pour un film entre guillemets classique ou de budget moyen dans le résultat créatif et artistique. Donc une fois que vous avez pigé ça, je vais passer au pitch et on va passer à l'analyse ensuite, vous comprenez où je veux venir. En ces débuts des années 80, le monde accepte mieux les mutants, et surtout leur équipe emblématique, les X-Men et leur charismatique leader Charles Xavier. Adoubés par le président, écoutés par les hauts dignitaires américains, ces derniers font donc appel aux X-Men et les sollicitent pour porter secours à une navette spatiale coincée en orbite et en danger d'être heurtée par une éruption solaire. La mission se déroule bien jusqu'à ce que Jean soit frappée par l'éruption. Et à son retour sur Terre, ses pouvoirs ont décuplé, elle n'arrive plus tout à fait à les contrôler, mais surtout une partie de son passé, qui la déstabilise encore, refait surface. Il s'agit de l'accident qui a coûté la vie à ses parents et dont elle serait la cause. Alors pour couper court tout de suite à tout suspense inutile, je dirais que j'ai bien aimé ce X-Men Dark Phoenix. Mais c'est tout de même paradoxal. Je m'explique. Effectivement, le film, tout en traitant une intrigue de niveau mondial, voire galactique, n'arrive jamais vraiment à trouver de l'ampleur.
J'avais critiqué notamment les lourdeurs du précédent opus, X-Men Apocalypse, en pointant les lourdeurs de style, les costumes notamment, ou encore le manque de finesse de l'intrigue. Hein. Jean et les jeunes mutants étaient décrits à la serpe, sans réelle profondeur notamment. Oui, mon cœur je vous renvoie à ma critique, c'est une des premières critiques audioblog que j'ai faites. Donc soyez indulgents, mais j'avais pris pas mal de temps pour expliquer les tenants et les aboutissants du film, ce qui m'avait vraiment dérangé. Et il y avait beaucoup de choses qui m'avaient dérangé, même si le film pouvait être sympa sur différents points. Mais par contre, X-Men Apocalypse réussissait à donner une ampleur cataclysmique à son sujet, un peu à la Roland Emmerich style, hein, c'est-à-dire avec des plans larges, un peu froids, mais au moins ça donnait de l'ampleur et de l'importance. Même si pour moi le faire de la manière de Roland Emmerich c'est pas vraiment un compliment. Mais tout de même, les conséquences des pouvoirs de Apocalypse, de Magneto qui provoquaient des cataclysmes dans X-Men 3, bah, on les ressentait. Ici dans Dark Phoenix, je trouve que ce n'est pas assez visible. Et comme visiblement le pouvoir du Phénix est phénoménal, bah c'est quand même dommage. Oui, on avait vraiment une impression de puissance et de gravité, de conséquences vraiment énormes, qui je trouve sont beaucoup trop subtiles dans ce X-Men Dark Phoenix. Sans côté que, pour ceux qui ont vu le film précédent, dans X-Men Apocalypse, les conséquences cataclysmiques, justement, ne laissaient pas entrevoir une suite aussi heureuse, voire facile que le début de Dark Phoenix. Franchement, enfin c'est pas terrible en termes de cohérence dans la saga, hein, mais j'y reviendrai après, c'est encore un autre problème. Il faut dire aussi que je suis allé voir ce film avec appréhension. J'avais appris en plus du contexte défavorable déjà dont je vous ai parlé avant que notamment Jennifer Lawrence ne supportait plus le personnage et aurait finalement imposé de faire mourir le personnage au début du tournage entre guillemets et d'être beaucoup moins maquillée parce qu'elle supportait plus ça, ainsi que Nicolas Hoult. Hein. Il y a beaucoup de gens qui tombent sur Jennifer Lawrence en mode c'est sa faute à elle, mais Nicolas Hoult aussi qui joue Beast ne supportait plus non plus les heures de maquillage et il l'a vite imposé. C'est pour ça qu'il y a des scènes clés où il n'est clairement pas en Beast mais en Nicolas Hoult. C'est un peu dommage quand les acteurs en arrivent là, mais c'est compréhensible aussi. Faut s'imaginer des heures et des heures de tournage, après des heures et des heures de maquillage, souvent 7 ou 8 heures. En plus de ça, le personnage de Jessica Chastain a changé plusieurs fois de background, complètement. Au départ, elle devait être une extraterrestre, un peu amie des X-Men. Au final, elle est plutôt un antagoniste, je veux pas trop spoiler, etc. etc. Donc voilà. Sachant tout ça, les gros moments de réécriture dus parfois aux acteurs, parfois à la production... je pensais vraiment qu'on allait assister à une catastrophe industrielle, et en quelque sorte on n'en est pas loin. Déjà, vis-à-vis de la série des films, ce film ne conclut pas des intrigues importantes de la saga, et ça pour moi c'est un vrai problème, surtout quand le film se vend comme la conclusion de la saga. C'est pas moi, c'est la pub, c'est Simon Kinberg qui en a parlé, les acteurs et ainsi de suite, donc c'était clairement un consensus. C'était pas un coup de com' qui est sur les affiches. On avait toute une histoire autour de Vif Argent, qui est le fils donc de Magneto. Cette intrigue est complètement importante dans les films précédents, et là, il n'y a plus un mot dessus, c'est juste pas conclu. Si ce film est la conclusion de la saga, c'est pas satisfaisant. Il y a l'autre intrigue aussi, qui était celle de Moira, qui est l'ancien amour de Xavier, qui revenait clairement à l'école dans X-Men Apocalypse, et qui là disparaît complètement, sans aucune réelle raison, sachant qu'en plus Xavier vit des choses très importantes, donc elle aurait pu complètement être inclue à l'histoire. Alors je sais pas pourquoi. Après, il faut savoir que la plupart des acteurs avaient fini leur contrat au-delà de X-Men Apocalypse, et ils ont accepté de revenir, j'imagine, contre un gros chèque pour X-Men Dark Phoenix. C'est peut-être pas le cas de l'actrice qui jouait Moira, je n'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais vraiment trouvé d'éléments dessus. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas, en l'état, c'est un vrai problème, je trouve, dans la saga. Elle était trop présente des X-Men First Class pour être ignorée maintenant dans ce film-là. Mais à la limite ça, si on n'a pas suivi la saga, on s'en fout un peu. Alors, je dirais que ce qui est plus grave pour moi, c'est que le film est très cotonneux sur sa propre intrigue. Là, on rentre vraiment au cœur du problème. Elle peut se résumer... Franchement, l'intrigue peut se résumer à... est-ce que Jean Grey va contrôler son pouvoir ? Ou, grosso modo, est-ce que Jean Grey va pardonner à Xavier et contrôler son pouvoir ? Je spoil vraiment à peine. Toutes les intrigues du film tournent autour de celle-là, de près, et en fait, il n'y a rien d'autre. Je trouve. À la limite, on pourrait prendre ce film comme un film à intrigue simple et directe, ça peut être efficace. Et le film bénéficie bien de cette efficacité, honnêtement, hein, ça l'aide. Mais avec autant de personnages, et déjà 3 films avant qui densifient le rapport au public de ces personnages, c'est tout du moins discutable comme choix, honnêtement. Et assez indéfendable, je trouve. Alors,
Simon Kinberg l'a défendu en disant c'est plus un film autour du personnage. Ils ont notamment changé le titre du film. Aux États-Unis, le film ne s'appelle pas X-Men Dark Phoenix, mais Dark Phoenix tout court. Mais honnêtement, ça ressemble plus à une fin de production qui a senti venir qu'on allait lui tomber dessus parce que le film n'était pas assez autour des X-Men, mais beaucoup plus autour de Jean Grey, qu'ils allaient se faire tomber dessus et que les fans allaient être insatisfaits parce qu'il y avait des conclusions, un tas de choses qui manquaient. Ce qui est le cas. Donc je vois plutôt ça comme ça, mais ça aide aussi Simon Kinberg à pas se faire massacrer, et je pense pas qu'il mérite ça, mais je vais revenir là-dessus après. Alors du coup, est-ce que j'ai aimé ce X-Men Dark Phoenix? Bah, comme je m'attendais à une catastrophe, j'ai plutôt aimé. Ou plutôt, j'ai passé un bon moment, soyons honnêtes, au-delà du fait que de mes attentes. J'ai trouvé notamment, dans la dernière partie, dans une séquence de conclusive, je ne vais pas spoiler, que le principe d'accumulation de spectaculaire pour créer de la tension était plutôt réussi. Alors même si, en parenthèse, c'est quand même quelque chose d'assez putassier dans les blockbusters, de mettre plein d'actions pour que ça fasse passer le film au final pour quelque chose de sympathique. C'est un peu facile dans le contexte financier d'un blockbuster, mais encore une fois, des fois c'est raté. C'était raté, je trouve, dans X-Men 3 où ils avaient essayé un peu la même feinte. Là, je trouve qu'au moins, ça fonctionne. Et X-Men 3 avait eu très peu de reshoot et avait coûté 300 millions de dollars. Hein. Dans la petite parenthèse, ça reste incroyable quand je mate ce film de dire qu'il a coûté 300 millions, mais peu importe, je reviendrai un jour dessus, et je m'énerverai déjà à ce moment-là. J'ai trouvé l'exploitation des pouvoirs notamment très réussie dans la dernière partie, dans tout le film en général, mais dans la dernière partie beaucoup plus. C'est jouissif, franchement, je dirais même que je me suis vraiment éclaté par moments. Mention spéciale à Diablo et Magneto, qui sont particulièrement sadiques et fun, c'est vraiment cool. Il y a vraiment de belles mises en scène de scènes d'action, mais je veux vraiment pas spoiler. Le film invente rien à ce moment-là, si vous voulez, mais tout est lisible et entraînant, et je trouve que ça donne vraiment de beaux moments d'utilisation des pouvoirs dans la série X-Men. Ça reste un très bon moment d'utilisation des pouvoirs. Beaucoup plus fun et amusant que dans les films de Bryan Singer, où pour moi c'était souvent le défaut. Les pouvoirs étaient souvent grandiloquents, mais pas très fun à regarder. Et c'est dommage de pas jouer non plus sur cette phase-là. Là, ça manque un petit peu de grandiloquent et c'est pas très réussi, au contraire, dans ce film-là, mais le côté fun est complètement présent. En ce sens, j'ai trouvé que le crescendo final était vraiment divertissant. À défaut d'être prenant. Parce que, pour moi, le plus gros défaut du film est sa première partie. Même si quelques scènes fonctionnent, on a un accident notamment qui est vu de 2 points de vue différents et qui est une séquence assez classe, franchement assez bien foutue visuellement et émotionnellement, le reste est assez poussif. Difficile de trouver un dialogue, je trouve, qui sorte réellement du lot en fait. Il y a plein de dialogues des films précédents qui me reviennent, que ce soit dans Days of Future Past ou dans First Class ou même dans Apocalypse, que je trouve plutôt pas mal à ce niveau-là. Là, dans celui-là, je trouve que tous les dialogues, on dirait des dialogues de scénario. Ils sont là pour faire avancer l'histoire, ou alors j'ai l'impression de les avoir entendus dans plusieurs films avant. Ce qui est vraiment pour moi un gros défaut, parce que c'est une qualité des films précédents. Alors après, il y a certaines idées qui sont bonnes et qui auraient pu donner quelque chose de meilleur. Hein. Vous allez voir en voyant le film en quoi Xavier a menti. La déclaration de Mystique à un moment fait un autre personnage. Magneto qui apprend grosso modo le décès d'un personnage important en décalé. Il y a vraiment des belles idées dans le scénar. Mais je trouve qu'elles sont toutes assénées avec des dialogues entendus 1000 fois. C'est pas surprenant, et ça, mine de rien, réussir à désinformer le spectateur, à ne pas lui faire recevoir les dialogues comme il les attend, c'est une manière de rythmer très bien un film, et notamment un film où il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de personnages. C'est important qu'on ait l'impression que ce soit des vrais dialogues originaux venant du personnage. Vous verrez en voyant le film, je trouve qu'on a entendu ces phrases 1000 fois dans d'autres films. Et c'est problématique. Et c'est peut-être ça l'un des plus gros défauts du film. Les dialogues sont sans imagination. C'est décevant de la part d'un scénariste, hein, franchement. Hein. Au-delà du fait que la réalisation est pas top à cet endroit-là, mais d'un scénariste, d'avoir des dialogues aussi lambda. Surtout que j'avais bien aimé son travail sur les précédents films, en plus, Simon Kinberg. Parce que ce qui est terrible au cinéma, c'est que c'est souvent un château de cartes. Le fait que les dialogues soient parfois trop frontaux et génériques, bah ça ramollit les qualités de la mise en scène, qui ramollissent la tension, qui affaiblissent du coup les efforts qui ont été faits au niveau des effets spéciaux, qui rendent du coup la musique plus lambda qu'elle ne l'est, etc., etc. Vous voyez, ça s'effondre à cause parfois d'un élément aussi fort que ça. Parce que le film a beaucoup de dialogues, l'histoire passe beaucoup par les dialogues, et quand les dialogues du coup manquent d'imagination, il y a cette fameuse effet château de cartes, je pense. Et c'est ce que j'ai ressenti en tout cas sur le film. Autre gros défaut du film, Jessica Chastain. Alors pas l'actrice, hein, mais ce que le film en fait. Son personnage il est unidimensionnel et creux même.
J'avais déjà critiqué le manque de finesse du personnage d'Apocalypse, malgré le très bon casting et le très bon choix d'avoir pris Oscar Isaac, hein, qui est un excellent acteur. C'est des acteurs de haut calibre, hein, Oscar Isaac, Jessica Chastain, c'est des gens qui, pour moi, ont une carrière devant eux qui peut être exceptionnelle, quoi, et qui est déjà exceptionnelle sur bien des points. Mais au moins Apocalypse, dans X-Men Apocalypse, avait la fameuse scène des missiles, que je ne vais pas spoiler, qui le rendait vraiment flippant et qui avait une forme d'ampleur comme ça, qui était cool. C'était une scène très forte, portée par lui. Là, je trouve que Jessica Chastain, on lui a rien laissé, elle a juste rien. Elle joue très bien, comme d'hab, elle a un plan quasi vampirique qui dure quelques secondes, je vais pas spoiler, où elle est parfaite, mais à part ça, le film lui donne rien, vraiment. Et c'est stupide. Caster Jessica Chastain pour si peu, c'est stupide. Ouais, comme je vous ai dit, ma fille est là, hein, donc elle va chanter, et c'est très bien. Vous allez en profiter de sa musique derrière ce que je vous raconte. Là, je trouve clairement la gestion du réalisateur, de la production, de tout le monde là, de Jessica Chastain, pardon, bah, elle fait mal au film, c'est vraiment pas bon. Notamment parce que, comme dit avant, la fin ressemblait soi-disant trop à celle de Captain Marvel. Le Dark Phoenix devait au départ se finir, je spoil un peu, dans l'espace, et ce n'est plus du tout le cas dans le film final. Et malheureusement, cette scène devait apporter beaucoup de densité au personnage de Jessica Chastain et à la menace qu'elle était censée représenter. Et donc ça a été enlevé du film, et bref, les reshoots n'ont pas du tout réussi à combler ce vide et ce manque dans le film. Résultat, le personnage est complètement creux, et on a un beau ratage, un beau cas d'école de ratage de grands acteurs, de grandes actrices en l'occurrence, utilisés pour rien. Parce que oui, j'insiste, la scène de fin est très spectaculaire. Franchement, il y a vraiment de très bons moments. Ça fait plaisir de voir les X-Men utiliser les pouvoirs en mode combat vénère, quoi. Ce que X-Men 3 avait essayé et avait complètement raté, selon moi. Les combats à main nue étant sinon drôles, voire souvent risibles. Et je parle même pas de tous les costumes d'X-Men 3. Bon, il y aurait trop de choses à dire sur X-Men 3, mais vous comprenez l'idée. Ils avaient complètement raté de ce sauvetage du film en disant, mais en fait, vous verrez enfin les X-Men combattre et ce sera fun. Et c'est pas fun du tout. Et quand on compare X-Men 3 à Dark Phoenix sur ce point, c'est le jour et la nuit. Je rajoute juste ici un petit bémol sur la toute fin de Dark Phoenix, qui est une séquence qui met vraiment en lumière Jean Grey, et qui est, je trouve, pour le coup, joliment fait, mais anticlimactique. Parce qu'on ne sent pas la menace, parce qu'il n'y a pas eu l'ampleur que le film devait prendre avant, et du coup, c'est trop faible pour donner de l'ampleur à cette séquence. Mais j'insiste, c'est dû au fait que le film manque globalement d'ampleur. T'as peur, mon petit chat? Qu'est-ce qui se passe? C'est la moto qui te fait peur? Ah, d'accord, c'est bon. Papa, il a bientôt fini. L'autre vrai problème du film, je trouve, c'est la mise à part le casting d'anciens, James McAvoy, Michael Fassbender, encore une fois Jessica Chastain, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence, tout ça, eux, ils font vraiment le taf et je les trouve nickel. Je trouve globalement le casting des jeunes X-Men pas terrible. Alors il a été fait par Bryan Singer dans le film précédent, donc on peut pas vraiment faire porter ça à Simon Kinberg, mais franchement, Ty Sheridan en Cyclope, mais aussi et surtout Sophie Turner en Jean Grey, c'est des acteurs moyens. C'est juste des acteurs moyens. J'avais déjà dit dans ma critique de Ready Player One que Ty Sheridan pour moi était un acteur tout à fait lambda, et que je trouve qu'il n'a pas le charisme, le truc des jeunes acteurs. Franchement, comparé à Tom Holland par exemple, qui a l'air d'avoir le même âge, ou qui est un tout petit peu plus âgé, mais qui peut jouer ce genre d'acteur adolescent, je trouve qu'il n'existe pas. Tom Holland, il a un charisme, il a quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, de singulier. Ty Sheridan est juste lambda. Et du coup, bah, c'est pas terrible. Mais alors, sur Sophie Turner, c'est encore pire, parce que comme le film est concentré sur elle, franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est pas une actrice pour porter un film de cette ampleur. Elle est pas mauvaise, hein, mais elle est pas exceptionnelle non plus. Or, Jean Grey, je pense qu'elle doit être exceptionnelle. Alors, pour la petite parenthèse, pour pas trop tomber facilement sur Sophie Turner, Famke Janssen n'était pas exceptionnelle non plus dans les précédents X-Men, hein, d'ailleurs. Mais, perso, de toute façon, sur les castings de Cyclope et de Jean Grey, il y avait juste, pour moi, James Marsden qui collait au moins physiquement au personnage de Cyclope. Il a souvent eu des problèmes il y a souvent eu visiblement des problèmes de casting dans cette saga. Je tiens à rappeler le rôle de Ben Foster dans le rôle de Angel dans X-Men 3, qui est aussi une blague. Et ça, c'est un problème de casting parmi d'autres. Il y en a eu plein dans cette saga X-Men. Mais grosse... Qu'est-ce qui se passe, mon pouce? Oui, du coup, je disais que, à part James Marsden, je pense vraiment que ça aurait pu être un bon Cyclope, et malheureusement, les films n'ont pas été écrits comme ça, puis c'est parti en vrille à la fin. Globalement, j'ai jamais été très fan des castings ni de Jean Grey, ni de Cyclope, finalement.
D'ailleurs, pour évoquer X-Men 3 jusqu'au bout, tiens, puisque j'en parle et qu'il traite un peu le même sujet, on dirait vraiment qu'il y a une malédiction autour des films qui abordent la question du Dark Phoenix, hein. C'est la deuxième fois qu'on a un film sur ce sujet qui part en vrille à cause de questions de production, et c'est la deuxième fois que l'incarnation de Jean Grey est peu intéressante. Alors, X-Men 3, c'est une question d'écriture et de réalisation, hein. Le film était globalement mou, mais dans Dark Phoenix, on a des problèmes d'interprétation et d'écriture, donc c'est d'autres problèmes. Mais voilà, c'est deux fois des ratages, c'est quand même assez fou. Alors pour la parenthèse, je trouve que Dark Phoenix réussit malgré tout beaucoup mieux son rattrapage en film spectaculaire que X-Men 3. Même si X-Men 3 essayait plus de trouver de souffle épique sur sa fin. Notamment, vous savez, quand on a Wolverine qui marche vers Jean Grey, il y avait vraiment une tentative de crescendo qui était ratée parce que le film était naze avant. Mais le manque d'ampleur de Dark Phoenix a comparé le rang... Pardon, excuse-moi mon poussin. Le rang plutôt, entre guillemets... ça va donner l'impression qu'il est moins réussi, et je pense qu'au contraire, il est plus réussi que X-Men 3. Par contre, pour la petite parenthèse entre les deux films, et j'arrêterai là, puisque les deux films étaient sur le même thème, je me permets... la musique de Hans Zimmer est bien, j'étais bien dans le film, même si j'ai pas retenu les thèmes, j'ai trouvé que ça collait plutôt bien. Par contre, la musique de X-Men 3 de John Powell, notamment le thème du Phénix, entre autres, était génial. C'est probablement une des meilleures musiques de la saga X-Men, pour le pire film de la saga d'ailleurs, de mon point de vue. Et oui, hein, les blockbusters sont des lieux de paradoxe à grande échelle, décidément. Mais vraiment, la musique de John Powell sur X-Men 3 était extraordinaire. Je suis méchant parce que je pense que X-Men Origins Wolverine est pire. Ouais, non, Wolverine Origins, c'est quand même... Ils se tirent la bourre tous les deux, mais X-Men Wolverine Origins, il y a vraiment quasiment rien qui marche, donc c'est... Tandis que dans X-Men 3, il y a quand même une première partie que je trouve pas si mal. Bon, bref. Je reviendrai là-dessus, encore une fois, je vous ferai des retours dessus. Et donc, en conclusion, comment conclure là-dessus ? Bah, je me suis bien amusé. Et je pense qu'il va me falloir du recul pour avoir un avis totalement tranché sur ce film, hein. Je suis quelque part trop proche de la saga, je pense. Comme vous pouvez le constater, je connais vraiment cette saga bien à fond. Mais je pense que l'on peut dire qu'a priori, ce film va se faire massacrer. Par la critique et le public. Son manque d'ampleur va le rendre infréquentable, surtout eu égard à son sujet cosmique. Et la saga qui avait réussi à traiter beaucoup plus de personnages et de sous-textes en 2 heures de film que ce Dark Phoenix n'en propose, ça aussi, ça va lui faire beaucoup mal à la comparaison. Et c'est peut-être là le plus gros défaut, entre guillemets, impardonnable de Dark Phoenix. Que ce soit dû au reshoot ou au choix de Kinberg, ce film manque d'ambition et d'ampleur. Ça manque de sous-texte, ça brassait tellement de thèmes, les films X-Men, même X-Men 3, même s'il le faisait très très mal et qu'il se plantait complètement dans sa tentative de traiter plusieurs thèmes à la fois, au moins il essayait. Là, je trouve que Dark Phoenix essaye même plus. Il tourne autour de son histoire centrale et il y reste. Et même si c'est intelligent de la part d'un réalisateur qui fait son premier film, et notamment un premier film qui est un blockbuster, c'est quand même le scénariste de la série, et à un moment donné, il a dû se rendre compte que ça foirait quand même bien, et que ça enlevait beaucoup de souffle épique et de densité à ce que les films X-Men ont pris l'habitude d'être aux yeux du grand public. Et même si je trouve que le film réussit vraiment sa partie finale, à défaut de plus, je peux pas non plus dire qu'il est réussi et à la hauteur des attentes des fans. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'en fais partie, hein, je connais bien cette saga et les multiples incohérences sur le Phénix, les répercussions des films précédents et les oublis de Vif Argent et de Magneto ou encore de Moira, etc. Je vais pas spoiler, mais ce n'est pas non plus des bons points pour ce film qui est censé conclure 19 ans de saga, hein. Et je parle même pas du fait que Logan, qui est la vraie conclusion de la saga X-Men, je vous renvoie à ma critique de Logan, où j'ai vraiment parlé de ça en long, l'air, j'en travers notamment dans une partie spoiler. Et il est supposé se dérouler après, et Dark Phoenix n'est pas cohérent non plus par rapport à ce film. Donc voilà, c'est encore une fois problématique. Bref, je vais vraiment conclure. On s'amuse bien finalement devant ce film. Il y a de belles idées, mais je trouve que le casting jeune est trop mou, que l'histoire est trop simpliste. Et ça fait de ce film l'un des plus mal aimé de la Sega, probablement. Il sera l'un des plus mal aimés. Là, les premières notes sur Rotten Tomatoes sont terribles. Le film se fait massacrer. Et même si venant du scénariste de la série, il y a trop... et que j'ai bien aimé que ce soit lui qui s'occupe de la réalisation, il y a trop d'incohérences vis-à-vis de la saga. Ce film, en fait, à cause de sa nature conclusive, sera probablement détesté. C'est terrible, hein, mais les derniers films d'une saga, il faut les réussir. Sinon, en général, on se fait tomber dessus. Et là, le film a, en plus de ça, de trop gros défauts pour ne pas se faire tomber dessus.
Par contre, et c'est pour ça que je disais que c'était paradoxal que j'aime bien ce film, je pense pas qu'il mérite la haine qui lui sera vouée. C'est un vrai bon divertissement final, avec quelques belles idées. Euh, Quelque part, j'ai envie de dire, sachons nous contenter de ça, parce que le contexte des blockbusters, comme j'ai pris du temps à vous l'expliquer, aurait pu nous faire toute une saga de X-Men Wolverine Origins ou de X-Men 3. Ou pire, de Fast and Furious. Oui, je sais, les fans de Fast and Furious vont me tomber dessus, mais franchement, pour moi, c'est de cet ordre-là. Vous voyez ce que je veux dire? Des blockbusters décérébrés, sans densité, où l'émotion est vraiment au minimum dure à des pâquerettes. Et quand on compare à ça, les Fast and Furious sont quand même à leur 8e, 9e film, si je dis pas de bêtises. On s'en est pas si mal sorti avec cette saga X-Men au final. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à tweeter, Instagrammer, Facebooker, commenter, bien sûr, liker, partager, ça aide, vous abonner évidemment, ça aide énormément au développement de la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Mais surtout, commentez, donnez-moi votre avis, c'est ça qui m'intéresse le plus. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de HO. Je vous remercie beaucoup encore pour votre écoute. Ciao ciao, à bientôt les amis, ciao ciao. Tu dis ciao ciao? Ciao, ciao.